Ah mais là, regarde. Non mais c'est magnifique. Là, on réunit tout, là. T'as le verre et l'humidité. Je dois dire que en agronomie, là, on est heureux, quoi. Ah, puis il est tombé. C'est la 6e année que s'organisent les journées Innovation. Donc c'est le rendez-vous des agriculteurs qui innovent sur le Lot. Et donc le thème aujourd'hui, c'est... alors on va sûrement diverger un petit peu parce que les thèmes sont vastes, mais c'est le fil conducteur, c'est comment se passer du glyphosate et des désherbants racinaires en agriculture de conservation des sols. Il y a une trentaine d'années, les exploitations agricoles des lycées étaient un peu à la pointe technologique. Et les jeunes qui venaient se former dans les lycées découvraient de nouvelles pratiques, des nouveaux équipements, etc. sur ces exploitations agricoles de lycée. Au fil du temps, ces jeunes qui sont formés se sont équipés sur les exploitations agricoles privées et sont devenus un peu avant-gardistes en comparaison aux exploitations agricoles des lycées, donc qui ont pris du retard. Donc l'objectif aujourd'hui aussi, c'est de réacquérir, on va dire, cette notion d'expérimentation et prendre un petit pas d'avance sur l'agriculture du territoire et dire voilà ce que l'on peut faire sur nos exploitations. Et après, l'objectif est de multiplier les résultats de ces expérimentations quand ça fonctionne sur le territoire. Donc ici, Vallée d'Arel, c'était une parcelle qui était, quand on était venu au mois de février, là, c'est ça, janvier-février, c'était la plus belle au niveau évolution du sol. Voilà. Donc en conservation, donc ça n'a pas été labouré, ça fait 3 ans ou 4 ans que ça n'a pas été labouré. Celui-là, comme on a la fraise autour, on peut faire une donc on va dire en 2014-2015, donc des changements au niveau de la conduite des cultures et de la conduite des sols, où là on part sur la volonté de redonner une vie au sol. C'est-à-dire que 25 ou 30 années de culture classique avec des sols nullivaires, donc des sols après récolte, donc les sols sont laissés nus, font qu'on a perdu de la fertilité. La fertilité, notamment la présence d'animaux dans le sol, de vers de terre, principalement de bactéries, etc. Et on arrive un peu à à une fin de fertilité et donc de capacité de production. Donc l'objectif, c'est de se dire, on va redonner une vie au sol, alors de par des apports de matière organique, des restitutions, par exemple de fumier, de lisier, mais aussi des restitutions de systèmes racinaires, de feuilles, de tiges, etc. Donc redonner de la nourriture au sol, de façon à ce que cette nourriture-là soit transformée notamment par les vers de terre et toutes les bactéries du sol, pour augmenter la fertilité de ce sol-là. Ici, à partir du moment où on est en travail du sol, on n'est pas en agriculture de conservation du sol. On a une technique culturelle simplifiée, mais on n'est pas en ACS. L'ACS, c'est bien strict, non-travail du sol. Et déjà, on tolère le semoir, et déjà le semoir, c'est un bon travail du sol déjà. Très localisé, le plus localisé possible. Mais l'agriculture de conservation des sols sans strict, c'est bien les 3 piliers, c'est le non-travail du sol. Ça, c'est clair. Après, on peut faire du couvert. On peut faire de la rotation diverse et variée, puisque c'est les 3 piliers. Mais si on prend que 2 et qu'on en laisse un, c'est-à-dire le travail du sol, on revient sur les problématiques de travail du sol, d'érosion, de minéralisation de la matière organique et ainsi de suite. Donc le label au cœur des sols, voilà, donc on a été labellisé, on va dire au mois de juin 2020. Label au cœur des sols met en avant donc des pratiques respectueuses, on va dire du sol, toutes ces pratiques qui tendent à redonner une fertilité au sol. Donc le sol, tout à l'heure on le disait, c'est une vie, donc c'est des matières minérales, mais associées après avec toute une vie, donc du ver de terre, des bactéries, des champignons, etc. C'est aussi un lieu de stockage de carbone. On a quasiment des puits de carbone dans les prairies. Et l'objectif, voilà, de cette labellisation, de ce mode, cette philosophie, on va dire, de culture, c'est de se dire, je minimise au maximum l'impact de mes travaux sur le sol, donc sur la nature, et je maintiens aussi le stockage du carbone. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, sur les prairies, on va arrêter de détruire des prairies par des labours, etc., et on pratiquera des sursemis. Et sur les cultures, les céréales par exemple, et les céréales, les métailles, les maïs, on limitera au maximum les travaux. Wow. Ah ouais. Donc ça, c'est une super structure ça. Ah ouais. C'est mieux que faire la charrue, faire n'importe quel outil, tu feras jamais ça. Oh là 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 là. Il y en a jamais. Ah oui, c'est beau aussi, mais c'est magnifique. Hein. Ça te fait une structure type couscous, qu'on appelle couscous. Donc là, dans 4-5 ans, si ça continue à bosser, déjà ils vont être beaucoup plus gros. Et quand on va marcher dans la parcelle, en fait, on a l'impression de marcher sur une éponge. Donc là, l'activité elle y est, ça démarre fort.
Ah ouais, là, Donc ça, moins on c'est beau touchera à le voir, sol, hein. Ouais, ouais. plus on va le respecter, plus il le ouais. rendra. Ouais, voilà. Il est trop partout. Donc puis là on le voit sur les mottes, bon les mottes voilà on les prend. On n'a pas besoin de forcer, voilà, Ouais, ça part c'est un petit morceau. Déjà ça se voit. Bon, on n'est pas sur des angles, sur des briques, il n'y a pas de strata. Un sol qui n'a plus de vers de terre a perdu toute sa porosité. Donc l'eau a du mal à s'infiltrer à l'intérieur, donc bien souvent elle ruisselle, donc on est sur des problématiques d'érosion. Et ensuite donc la plante ne peut plus, de par son système racinaire, aller chercher les éléments minéraux qui sont présents dans le sol parce que le sol est beaucoup trop compacté. Dès qu'on intervient d'une façon mécanique, avec un labour par exemple, on détruit l'habitacle. On détruit l'habitacle et les vers de terre. Donc on va diminuer nos travaux mécanisés. On va arrêter le labour, sauf exception, et on va avoir des travaux de plus en plus superficiels, voire tendre à faire disparaître les travaux du sol, à faire du semi-direct, pour éviter de détruire l'habitat du ver de terre par exemple, où le canal, le ver de terre creuse des galeries verticales selon les types de vers de terre, mais pour éviter de détruire ça, donc on va arrêter la mécanisation, les travaux du sol. L'une des grosses difficultés qu'on va avoir quand on va être quand on n'est pas en semi-direct strict, quand on n'est pas en préparation de sol classique, c'est qu'on a deux types de travail qui se chevauchent dans la parcelle. Une partie que vous avez un terrain sans travail du sol et une partie qui va être travaillée sur la ligne de semis. Le fait d'avoir un travail sur la ligne de semis et le fait de ne pas avoir de travail, d'un point de vue structure, etc., c'est exceptionnel. Maintenant, c'est la gestion des adventices où ça pose un petit souci. Et bien, l'endroit où tu travailles le sol, mais tu dynamises les levées des adventices. Vous connaissez ce qui sont en agriculture conservation, vous connaissez le problème par rapport à ça. Donc on avait des stades de panique sur la ligne présentation, sur la ligne du maïs, qui pouvaient être à 3 à 4 feuilles, alors que ça avait à peine commencé à lever au milieu et beaucoup moins. Donc là on a été obligé de faire une stratégie en 2 passages de désherbage. Les produits que l'on a utilisés cette année n'ont pas une très courte rémanence, c'est-à-dire qu'ils vont toucher la cible, ils vont détruire la plante, et après ils vont disparaître dans le sol, ils vont se dégrader très rapidement dans le sol. Il n'y a pas de molécules qui vont durer plusieurs mois dans le sol et qui dans certains cas seront lessivées et seront retrouvées dans les eaux de rivière et peut-être plus tard dans les eaux d'adduction d'eau potable. Et donc, au fur et à mesure qu'on a mis des métailles, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop mal, qu'on pouvait essayer de mettre des métailles même sur des luzernes. Donc on a commencé à semer des métailles sur luzerne. Et on s'est rendu compte que les métailles, bon, il n'y a pas de représentants de la COP, là, il n'y en a pas trop, s'il y en a quelques-uns par là. 1 hectare de métailles, si vous mettez multi-espèces, enfin protéagineux, céréales, etc., vous êtes vite entre 150 et 200 € l'hectare. Donc si vous commencez à semer 10-15 hectares, ça commence à faire pas mal. Donc on s'est dit, ben, on va préparer nos semences. Donc on a acheté des semences certifiées, on a fait nos mélanges, on les a moissonnés, et après on les a ressemés. On les a ressemés sans tri. Et donc, au bout de quelques années, il s'est avéré que nos luzernes disparaissaient, elles étaient envahies de raigrats italiens, parce que malheureusement, chaque fois qu'on ressemait nos métailles, il y avait des raigrats, parce que métailles pour le désherber, c'est quasiment impossible, ou voire impossible. Et donc, on salissait nos parcelles. Donc, la logique était de se dire, mais si on veut avoir des métailles propres et plus tard des parcelles propres, ça va être de trier les semences. Et donc là tu retrouves quoi? Moi j'ai vu de la moutarde, du gaillet, du souci des champs un peu, et un peu de raigrats quand même, hein, un petit peu. Et après... Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on a sorti de notre trigue. Si on n'avait pas trié, ben, c'était dans la parcelle. Donc on se salit nous-mêmes nos parcelles. Oui, donc au niveau de l'exploitation, on a des vaches, des moutons, des cochons, on a 3 ateliers de production animale, et on est dans une recherche d'autonomie. Recherche d'autonomie, alors ça peut être une autonomie fourragère. Donc on produit par exemple de la luzerne pour éviter d'acheter des fourrages à l'extérieur. Une autonomie aussi de semences. Par exemple pour les métailles sont des mélanges de plusieurs espèces, donc des céréales et des protéagineux, qui sont associés pour couvrir les sols et pour être récoltés au printemps. Donc on essaie de produire nous-mêmes nos semences, on les multiplie et après on ressème. Au niveau du maïs, on a eu cette même logique. Se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à avoir notre variété, notre lignée, on va dire, de maïs. Et donc on a travaillé avec la Maison des semences paysannes de Dordogne, qui nous a fourni le maïs population, donc un maïs qui avait été sélectionné par des agriculteurs depuis de longues années, que l'on a mis en culture sur une parcelle, pour comparer un peu le potentiel de production de ce maïs population avec un maïs hybride, semence achetée, qui ne se ressème pas d'une année sur l'autre, puisqu'on perd le phénomène du croisement de 2 lignées. Ce maïs, donc on avait fait des essais il y a quelques années déjà,
Voilà. En conditions intensives, on a produit 110 quintaux par hectare donc en maïs hybride et 105 quintaux par hectare en maïs population. Non, tu vas monter plus haut. Oh. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y a au moins 2 rouges, au moins 2. C'est bien, les gars. On voit une diversité dans les variétés. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des variétés qui ne sont pas bien stabilisées. Donc il y a des mélanges. Mais là, en fait, cet épi il est mal fécondé. Ça vient du stress de sécheresse du 26 juin au 10 août. Donc il n'est pas tombé une goutte d'eau. Donc en fait, tous ces ovules-là qui étaient là, ce sont des grains qui ne sont pas fécondés. Donc ce maïs-là peut très bien être ressemé, sélectionné. Donc là, on va procéder à une sélection selon nos critères, taille d'épi, hauteur de l'épi, résistance à l'averse, enfin plein de critères. On va choisir et au final, au bout de quelques années, on arrivera à sélectionner une variété, une lignée qui est la plus adaptée dans nos parcelles. On est bien d'accord sur cette parcelle, à cet endroit-là. On ne pourra pas dire que c'est la même variété qui ira partout sur tout le territoire. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer d'aller plus loin. Et notamment dans du zéro glypho. Et il est normal que ce soit nous qui prenions les risques sur un territoire pour pas que l'agriculteur prenne ces risques-là. Oui, alors voilà, au niveau des produits phytosanitaires, voilà, ou des produits phytopharmaceutiques, on utilise sur l'exploitation des produits qui ont une autorisation de mise à marché. C'est-à-dire ces produits ont été testés pendant de nombreuses années pour démontrer qu'ils n'ont pas de nocivité très importante. Au niveau de l'exploitation, donc on a voulu s'engager cette année sur un zéro glyphosate. Vous êtes tous au courant que la société civile a des problématiques, notamment au niveau de Monsanto glyphosate. On va associer les deux. Donc voilà, donc il était notre devoir d'essayer de se passer du glyphosate. Je dis bien essayer. Donc cette année, voilà, on s'est passé du glyphosate sur les cultures et en même temps, on a été un petit peu plus loin. On a essayé de diminuer, de supprimer l'utilisation des herbicides racinaires. Il est autorisé jusqu'à fin 2022. Si jamais il est reconduit avec des autorisations d'usage ou des limitations de dose en agriculture de conservation, quel serait l'objectif de la ferme par rapport à ça? Continuer ou pas? Alors très honnêtement, si on dit demain le glypho, donc il n'a plus aucune nocivité, tout le monde s'en sert, on y repart de suite, quoi. Je vais par là, voilà, c'est quand même une simplicité, voilà. Parce que quand on dit zéro glypho, voilà, il y a des parcelles où on n'a pas mis de glypho, mais du coup on y a passé 50 litres GNR un hectare, quoi. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre? Dans certains cas, on aurait mis 1,5 litre de glypho, avec un tracteur impulvé, on va dire, où on fait 5 hectares à l'heure. Hein. Voilà, donc l'impact carbone est relativement limité. De l'autre côté, on va passer un coup de labour, ou un coup de CLC, ou un coup de ceci, où on va mettre 30 à 40 à 50 litres de GNR à l'hectare, plus la mécanisation, etc. Donc il y a un coût financier pour l'exploitation, c'est complètement différent. Et un coût environnemental aussi. Parce que voilà, si c'est 50 litres GNR, je veux dire, par là, quand on fait un bilan carbone, c'est des énergies fossiles. Voilà, donc je ne sais pas du tout quel est le mieux. On est bien d'accord, on est sur un débat. Nous, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Et si l'arrêt du glypho qui est préprogrammé vraiment est posé, la date d'arrêt est posée, bien on pourra dire peut-être à quelques voisins, à quelques agriculteurs du territoire, voilà, nous on a essayé de faire comme ça a marché ou pas. Au niveau de l'exploitation, depuis quelques années, on est rentré dans un système de cercle vertueux. En se disant, voilà, si j'ai un sol qui est en super forme, avec toute la vie du sol, toute la faune du sol, qui est bien nourrie, donc qui redonne une fertilité au sol, il va pouvoir supporter et nourrir des plantes, qui seront des espèces diversifiées, puisqu'on sème plein de mélanges, qui seront en super état. Donc qui seront très résistantes à des agresseurs, que ce soit des insectes ou des maladies, qui auront un système racinaire qui ira loin, donc elles seront plus résistantes à la sécheresse, et en super forme, avec plein d'énergie, de vitamines, de protéines, etc. Et ces plantes récoltées, dans de bonnes conditions, serviront à alimenter les animaux, qui de fait, comme ils auront une excellente nourriture, seront en super forme, et les fumiers et les lisiers produits par ces animaux en super forme, plus résistants aux maladies, etc., alimenteront de nouveau mon sol. Donc on est sur un système vertueux, le sol, la plante, l'animal. Alors au niveau de la hiérarchie locale, ou même régionale, donc au niveau de la DRAF, du service régional de la formation et ici de la direction, ça a été très bien perçu parce qu'on a bien compris, tous, à nos différents niveaux, qu'il fallait essayer d'inventer un autre modèle agricole. Donc de modifier nos pratiques et de montrer aussi à la société civile le travail de l'agriculteur.
L'agriculteur n'est pas un pollueur en permanence, il se pose des questions, il échange ses pratiques à sa vitesse, on est bien d'accord. Sur une exploitation de lycée agricole, on peut aller à une vitesse qui, dans certains cas, est différente d'une exploitation agricole privée. Mais tout le monde est en train de changer. Et il est clair qu'on veut répondre aussi, se sentir bien dans notre vie privée, dans notre vie sociale, et pas être au coin de buvette un samedi soir en buvant l'apéro avec des copains et être critiqué sur nos fonctionnements. Parce qu'on essaie de faire au mieux. Donc on change. Donc c'est sûr que ça a été bien accepté de tous les niveaux de la hiérarchie. Ensuite, au niveau du territoire, dans un premier temps, je pense que certains agriculteurs nous ont regardé un peu de travers en se disant qu'est-ce qu'ils essaient ceux-là? Ils vont essayer un truc qui ne va pas marcher. Et avec le temps, comme ils se sont rendus compte que ça marchait, ces modèles-là, de métailles, etc., ont été reproduits sur d'autres parcelles de voisins et d'autres agriculteurs du territoire. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'exploitation du lycée prend une place très importante au niveau de l'expérimentation du territoire, puisqu'on travaille aussi avec la coopérative Ferme Figeac, la coopérative Capelle et d'autres réseaux, la Chambre d'agriculture, qui essaient de mettre en avant nos pratiques et font venir donc des coopérateurs sur les exploitations, l'association Clac-Sol aussi, l'association Clac-Sol donc du département, vient et fait des journées de formation sur la conservation des sols et sur toutes les pratiques qu'on met en place. Donc on est en train de démocratiser à notre échelle, à notre petite échelle, de démocratiser un petit peu nos pratiques et dans tous les cas, si on ne fait pas changer les choses, dans certains cas on interpelle les gens, on a mis le petit grain de sable et dans quelques années les pratiques changeront. Thank you.